I got it. OK. Donc, oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on pourrait faire sur les échantillons de Phobos qui vont être amenés par la mission Amélix, avec une mise en contexte générale sur ce genre d'analyse isotopique qu'on fait dans le laboratoire. Alors, surtout avec ce que j'en ai fait, ce qu'on fait nous dans notre laboratoire, ce qu'on a fait appliquer pour comprendre la formation de la Lune. Vous verrez qu'il y a des parallèles entre la formation de notre Lune et peut-être la formation de Phobos et Vénus. Donc voilà, bon, le titre, j'ai appelé ça, donc comment utiliser les rapports isotopiques stables, des éléments, des métaux volatiles, oui, ça commence à être un peu spécialisé, comme signature des impacts géants. Bon, c'est un diagramme qui est un peu compliqué, si vous ne l'avez jamais vu, certains l'ont peut-être déjà vu, bon, pas. Donc je vais passer un peu de temps pour l'expliquer. Ce diagramme-là représente l'abondance, c'est-à-dire la concentration de tous les éléments chimiques, ou d'une partie des éléments chimiques, dans différents corps du système solaire. Donc, à partir de ce qu'on connaît, à partir de mesures, d'échantillons. Alors, souvent, pour beaucoup, par exemple, pour Mars, ce qu'on va avoir, on a des météorites martiennes qui viennent de la surface de Mars. À partir de là, on a la composition chimique, en mesurant des spectromètres de masse, leur composition chimique. Après, il faut en mesurer la composition du manteau de Mars. Donc, il y a un peu de modèle derrière, mais on va considérer que là, on a des données. Et donc, en Y, on a la concentration, qui est normalisée à un type de météorite qui s'appelle les chondrites CI, pour la composition du Soleil, donc normalisé au Soleil en quelque sorte, et au magnésium. C'est-à-dire que dans ce diagramme, le magnésium, par définition, va être un, donc il va être par là. Et en X, est représentée une échelle de volatilité qu'on utilise beaucoup en cosmochimie, qui est ce qu'on appelle la température de 50% de condensation. Alors, ça vaut ce que ça vaut, c'est comment on définit cette échelle. On prend un gaz qui a la composition du Soleil, on laisse ce gaz se refroidir et théoriquement, on va regarder où est-ce que dans quels éléments vont se mettre dans quels minéraux donc, lors du refroidissement de ce gaz. Donc, les éléments qu'on va appeler réfractaires, c'est les premiers qui vont condenser dans les minéraux qui sont les plus réfractaires, c'est-à-dire les moins volatiles. Et donc, typiquement, c'est le calcium, l'aluminium qui sont autour parmi ça. Et plus on va sur la gauche du diagramme, plus les éléments vont être volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont se condenser à plus basse température. Donc là, on arrive, vous voyez, on a des métaux qu'on appelle volatiles comme le lithium, le potassium, le gallium, le zinc, le cadmium. Et si on allait jusqu'au bout, on aurait l'eau, par exemple. Donc, dans ce diagramme, j'aime bien montrer ce diagramme, et ce que je dis en général, c'est que là, on a vraiment, c'est la différence la plus marquante chimiquement qu'on a entre tous les corps du système solaire sont représentés dans ce diagramme. Ce qu'on voit, c'est que les éléments dits réfractaires, et donc là, j'ai représenté que 3 corps, j'ai représenté les chondrites CM, donc le type de météorite, la Terre, la Lune. Donc, on comprenez que le Soleil serait par définition à 1 partout ici, puisque c'est la normalisation ou les chondrites de type CI. Donc, ce qu'on voit dans le diagramme, c'est que les éléments des réfractaires ont à peu près tous la même concentration dans tous ces différents corps. C'est-à-dire le corps parent de ces météorites CM, la Terre, la Lune. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, si je prends le cas lunaire, n'importe quel type de météorite, en fait, de chondrites, de météorites non différenciées, et la Terre, on a à peu près tous la même concentration en aluminium, en calcium, en magnésium. Et quand on va vers les éléments plus volatiles, ça c'est une observation qu'on connaît depuis, pour la Lune depuis les années 70, c'est qu'on a un appauvrissement dans tous les corps du système solaire, à part dans les chondrites de type CI, en éléments volatiles. D'accord? Donc, évidemment, quand on passe aux éléments volatiles, vous pensez à l'eau, mais en fait, on prend le rubidium ou le zinc, par exemple. Et donc, les chondrites CM ont moins de zinc que le Soleil, la Terre a moins de zinc que les CM, et la Lune a encore beaucoup moins de zinc que la Terre. D'accord? Donc, ça, c'est une observation qui a été faite avec des mesures de concentration. Et donc, moi, ma recherche que j'ai faite depuis à peu près une dizaine d'années, c'est de comprendre pourquoi on a cette différence entre les différents corps. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus en regardant les concentrations. Et nous, ce qu'on a fait d'original, c'est s'intéresser au rapport isotopique, c'est-à-dire à l'abondance relative des isotopes stables de ces éléments. Parce que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que l'abondance des isotopes stables de ces éléments relatifs va garder une mémoire des processus pour modifier ces abondances. C'est-à-dire, on va aller regarder l'abondance des isotopes du zinc, on va le comparer par exemple à ce type de météorite, au chondrites CI, c'est-à-dire au Soleil en quelque sorte, et à la Lune, essayer de comprendre par quel mécanisme on s'est retrouvé avec ces différences. Donc évidemment, après l'idée, on allait parler de Phobos, c'est où est-ce qu'est Mars là-dedans?
Ben Mars, on ne connaît pas si bien que ça la concentration dans Mars, mais on pense que Mars est légèrement enrichi en éléments volatiles par rapport à la Terre, en éléments modérément volatiles. Donc Mars aurait par exemple, j'ai mis un point d'interrogation, à peu près comme ça, légèrement plus haut que la Terre dans ce diagramme. Donc l'idée, c'est de comparer les échantillons de Phobos aux échantillons de Mars. Déjà, au niveau des concentrations, vous voyez que si la Lune, notre Lune à nous, qui est formée par un impact géant, est très appauvrie en éléments volatiles par rapport à la Terre, ben on imagine que Phobos, si c'est un impact géant, va être aussi appauvri par rapport à Mars. Une hypothèse vraiment très simple qui va être testée, donc déjà avec les mesures embarquées sur la mission MMX, et puis qu'on pourra remesurer dans le laboratoire une fois qu'on aura les échantillons. Ça va pour les questions là-dessus? N'hésitez pas à m'interrompre si il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, une autre observation que je n'ai pas trop décrite là-dessus, c'est qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que chaque corps est appauvri, et aussi on a un appauvrissement qui est plus ou moins corrélé avec la volatilité relative des éléments. Plus un élément est volatile, plus il est appauvri par rapport à un élément qui est un peu moins volatile. D'accord? Et donc, d'où MMX, donc Martian Moon Exploration, dont les buts, deux buts scientifiques sont de comprendre l'origine des lunes de Mars. Et donc, les deux scénarios qui sont envisagés au niveau des modèles et des observations qu'on a déjà de Phobos et Deimos, qui est de tester est-ce que ces lunes représentent des astéroïdes qui ont été captés par Mars, ou est-ce que leur origine est plus proche de celle, imaginez la théorie de la formation de notre Lune, par un impact géant à la surface de Mars. Vous comprenez que ces deux scénarios vont avoir des conséquences différentes sur la composition chimique attendue de Phobos et de Deimos. Dans le cas de la capture des astéroïdes, on peut s'attendre à ce qu'on peut voir si c'est de type chondritique, de type météorite non différencié. Si je reviens juste un tout petit peu en arrière, on va avoir une composition chimique qui va être, par ici, enrichie en éléments volatiles par rapport à Mars. Si c'est au contraire un impact géant, on s'attend à une composition chimique qui va être appauvrie en éléments volatiles par rapport à Mars. En fait, dans les deux scénarios, on peut se retrouver dans les deux côtés, mais ça, c'est de manière très basique. Voilà, donc, les deux hypothèses pour les deux origines. Est-ce qu'on a ici des astéroïdes qui ont été capturés? Et donc, ça, en fait, c'est consistant avec les observations qu'on a déjà fait de la surface de Phobos et Deimos, qui ressemblent à des astéroïdes de type D ou D, donc de type météorite non différencié, de type météorite carboné. Ou est-ce qu'avec la physique de la faible excentricité et l'inclinaison de Phobos, est-ce qu'on aurait en fait un impact géant? Et donc, alors moi, sur MMX, je travaille sur MIRS avec Antonella, mais je travaille aussi dans l'équipe qui prépare l'analyse d'échantillons. Donc, il met en place quel protocole va être fait pour quand l'échantillon va venir, quelles mesures il faut faire pour répondre au but de la mission. Alors, ça, c'est un tableau que j'ai récupéré d'un papier qui a été fait en 2020. C'est pas très clair, c'est pas très lisible. Et pour répondre aux différentes, c'était juste pour illustrer que pour aux deux scénarios de l'origine de Phobos et de Deimos, sont incluses ces mesures, ici sur lesquelles je vais revenir, deux mesures isotopiques, c'est-à-dire de composition isotopique des échantillons. Et en fonction, dans ce tableau-là, c'est en fonction des différents scénarios et des valeurs qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester. Alors, pour revenir là-dessus, je vais revenir un petit peu sur les isotopes. Juste et encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a que ce n'est pas clair, parce qu'on a tendance toujours à présenter les isotopes, et vous avez vraiment certains dû voir des isotopes de l'oxygène, le grand delta 17O, ça vous parle peut-être à certains. Enfin, moi, ce que je montrais, c'est un peu différent de ça. Alors, je prends l'exemple du zinc, mais vous pouvez vous montrer le chrome ou l'oxygène, autre chose. Donc, le zinc, vous voyez dans ce tableau, on voit que le zinc, c'est des isotopes stables, donc qui sont non radioactifs, il y en a 5. Donc, quand on fait les mesures, on peut faire des mesures des rapports. Généralement, ce qu'on mesure, c'est le rapport, par exemple, 66 sur 34, 67 sur 64, 68 sur 64, on peut mesurer 70 sur 64. Et lorsqu'on a des processus
physico-chimique de fractionnement, ce qu'on appelle le fractionnement, c'est-à-dire de séparation des isotopes, la théorie montre que dans la plupart des cas, on a un fractionnement qui est dit dépendant de la masse. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, c'est processus dépendant de la masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport 68 sur 64 va être fractionné 2 fois plus que le rapport 66 sur 64, dans le même phénomène. Donc, ça veut, parce qu'ici, on a une différence qui est de masse qui est 2 fois plus forte qu'ici. Ici, on a une différence de masse qui est de 2 entre 66 et 64. Ici, on a une différence de masse de 4 entre 68 et 64. Donc, tout fractionnement, chaque fois qu'on va voir si on évapore, quand on a un évapore du matériel, généralement, les isotopes légers vont partir dans la vapeur, et bien, le rapport 66-64 va être affecté 2 fois plus que le rapport 66-64. Oui. Une question de linéaire, peut-être que un facteur 2, c'est observé. Alors, c'est à la fois. Oui, il y a une théorie. Il y a une théorie et c'est observé. Il y a les deux. Alors, la théorie, en fait, il y a 2 mécanismes pour le fractionnement isotopique. D'où provient, en fait, l'idée, c'est d'où provient le fractionnement isotopique. Le fractionnement isotopique, dans un phénomène chimique, la chimie, c'est des échanges d'électrons. Donc, les isotopes, ils ont le même nombre d'électrons puisqu'ils ont le même nombre de protons. Mais la différence de masse du noyau va légèrement jouer quand même sur les énergies de liaison. Et ça, c'est des effets que si on mettait je vous montrais des équations de théorie, ça dépend directement, on a un effet directement dépendant de la différence de masse entre les 2 isotopes. Et tout le reste, dans les fréquences de vibration des liaisons, ça dépend uniquement de l'élément. Donc, on a un paramètre de température qui est le même pour le fractionnement. Ça, je dis, c'est vrai pour. Finalement, pendant longtemps, on a cru que c'est toujours comme ça. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des effets non dépendants de la masse. Parce qu'en fait, il y a des effets ensuite qui sont liés à, par exemple, à la taille du noyau. Ça n'a plus rien à voir avec la masse. Et donc, ça fait des effets non linéaires. Il y a des tout petits, mais c'est des cas très particuliers. Voilà. Donc, ça, c'est théoriquement, ça a été établi de ça en 1900, toute cette théorie qu'on connaît des isotopes stables, ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'on a voulu enrichir en uranium-235. Et là, on s'est vraiment intéressé à comprendre comment on pouvait séparer les isotopes les uns avec les autres de manière chimique. Et c'est assez compliqué, en fait, parce que les effets sont tout petits. Donc, voilà. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mesure des isotopes, on pourrait s'arrêter à mesurer un rapport isotopique en quelque sorte, parce que le reste est redondant dans l'information. Si c'est de la variation dite stable, fractionnement. En revanche, c'est un diagramme qui est peut-être un peu compliqué. Donc, en fait, ce que je vous représente là, c'est qu'on regarde le zinc, ça c'est le zinc 66 sur 64, ça c'est le zinc 66 sur 64, et donc ça, ici, on a une droite avec une pente de 2. Parce qu'ici, on aura toujours 2 fois plus de fractionnement pour le 68-64 que pour le 66-64. Ne regardez pas les autres, j'ai listé pour illustrer. Donc là, on a une droite de pente 2, et donc sur Terre, en fait, dans le système solaire, mais surtout sur Terre, on prend n'importe quel échantillon, il va toujours être sur cette droite-là. Il y aura du fractionnement, c'est-à-dire que si je prends du zinc dans un caillou, une roche volcanique, si je prends du zinc que vous avez absorbé dans votre sang, ça va être fractionné parce qu'il y aura des phénomènes de séparation des éléments, et on va toujours se balader sur cette droite-là. Ça va, ça? Oui. Est-ce que c'est aussi précis que pour le grand delta 17 qui est capable d'être identifié? Ah oui, on est encore. Voilà, j'allais y venir. Oui, maintenant, on fait des choses aussi précises, un peu plus précises avec ce genre de mesure que sur l'oxygène. Alors voilà, ensuite, ça c'est la théorie, c'est tout ce qui est, donc on comprend la théorie, donc ça fractionne, ça devrait tout être sur la droite de cette droite-là. Et donc l'oxygène, c'est pareil, si je mets l'oxygène 17 sur 16, ici je mets l'oxygène 18 sur 16, vous comprenez que là c'est 17 sur 16, ça fait 1, 18 sur 16, ça fait 2. Donc là, si j'adapte celui-là pour l'oxygène, c'est une pente 1,5 ici, et tout sur Terre va tomber sur cette pente 1,5. Si je prends de la glace au pôle, ou encore une fois de l'eau qui va tomber de flux ici, ça ne va pas être la même composition isotopique, mais on va être sur cette droite-là de pente 1,5. Mais ce qu'on s'est aperçu d'abord avec l'oxygène, c'est pour ça que je l'ai montré là, on s'est aperçu que quand on prenait des météorites, des chondrites carbonées, des chondrites ordinaires, des météorites martiennes, alors, au début, on ne comprenait pas, on s'est aperçu qu'en fait, quand on n'était pas sur cette droite-là, on avait des météorites qui tombaient ailleurs. C'est ce qu'on a défini comme étant le grand delta 17 O. Et en fait, les gens, pendant longtemps, ne le mesuraient pas parce qu'encore une fois, on pensait que l'information était redondante, puisque le 17-16 est la moitié du 18-16. Donc là, c'est
on a trouvé un nouvel effet qui est un effet qui est en quelque sorte pas dépendant de la masse, mais qui en fait qui n'est pas un processus, qui est, la façon dont on le comprend pour l'oxygène 17, qui est un héritage des processus nucléosynthétiques qui ont formé l'oxygène qu'on a trouvé dans le système solaire. Et au début du système solaire, ces différents oxygènes qui avaient été formés par des étoiles différentes avec des abondances relatives différentes d'oxygène ont été mal homogénéisés. Et donc, on a gardé une hétérogénéité initiale dans le système solaire des isotopes de l'oxygène. C'est-à-dire qu'une chondrite carbonée, qui vient du système solaire externe, n'avait pas au départ exactement la même abondance des 3 isotopes de l'oxygène que le matériel du système solaire interne. Et ensuite, ça a été fractionné. Donc ensuite, on va fractionner aussi, on va fractionner sur d'autres droites de pente dynamique, parce qu'après, c'est la même physique qui va s'appliquer pour fractionner les isotopes d'oxygène entre eux. Sauf qu'on n'est pas parti du même point de départ. Ça va, ça? J'espère que vous faites trop vite ça. Dites-moi. Et donc, on a défini ce grand delta O17, qui est cette déviation par rapport à la droite de la Terre. Et on pourrait être n'importe où là, ça serait toujours la même, vous voyez, ça serait toujours la même déviation. Et donc ça, ce n'est pas un processus, ça nous donne vraiment, on s'en sert en fait en cosmochimie comme indicateur du matériel d'origine qui a formé la planète. On ne sait pas, on peut débattre sur l'origine de cette différence, mais on s'est aperçu, c'est une observation, que toutes les météorites, tous les groupes de météorites avaient des compositions d'oxygène différentes, et on s'est aperçu après que c'était valable pour quasiment tous les éléments. Donc je vais le chrome, parce que le chrome, on en parle assez souvent. Et puis nous, on s'en est aperçu récemment avec le zinc aussi. Il y avait des différences comme ça entre les différentes types de météorites. Donc là, il y a 2 choses différentes. Donc il y a ce qu'on appelle les processus qu'on définit généralement en géologie isotopique avec cette notation du petit delta. C'est le rapport isotopique, c'est une déviation, c'est le rapport isotopique. Et l'effet qui est non dépendant de la masse, qui est dû en fait à cet effet nucléosynthétique, qui pour l'oxygène est appelé le grand delta, et que tous les autres éléments, généralement, on appelle ça epsilon, pour faire simple. Donc, ceux qui font l'oxygène appellent le grand delta O17. On entend beaucoup parce qu'on peut le mesurer dans la gaz, dans l'eau. Et pour tous les autres éléments, nous, on appelle ça epsilon pour le différencier du delta. Donc, l'epsilon, c'est un effet qui est, en fait, on corrige le fractionnement dépendant de la masse. Donc, je répète beaucoup la même chose, mais je ne sais pas si c'est très clair. Je dis, mais c'est en fait l'idée de cet epsilon, la façon dont on peut voir ça, quand on dit qu'on corrige les effets non dépendants de la masse, en fait, on peut pivoter, si vous voulez, ce diagramme, on va forcer un isotope à être à 0, et ensuite on va regarder la déviation qu'on a si je fais tout géométriquement, si je fais tout pivoter, je regarde cette déviation qu'on a par rapport à 0. Et donc, l'illustration, c'est pour l'oxygène. Vous voyez, ça on connaît depuis les années 80, fin des années 70, début des années 80. Ici, on a le rapport 17/16, ici 18/16, une droite de pente 1,5 ici, et tous les échantillons terrestres et lunaires sont sur la même droite de pente 1,5. C'est pas la peine. En revanche, si on prend les météorites partielles qui sont ici, ça c'est des météorites qu'on appelle HED, qu'on pense qui viennent de l'astéroïde Vesta, par exemple. Ce sont des basaltes, des météorites différenciées d'un corps qui a différencié. Vous voyez, il y a une déviation par rapport à la droite définie par la Terre. Il y a une déviation, mais ensuite, toutes les météorites qui viennent de Vesta ou martiennes sont aussi sur une droite de pente 1,5. Donc, encore une fois, l'interprétation, c'est qu'au début, la Terre et la Lune, a priori, venaient du même matériel. On ne sait pas où il a démarré, mais donc il a démarré par ici, puis ensuite, on s'est baladé par fractionnement sur cette droite-là. Et Mars a commencé avec du matériel différent, qui était là, qui ensuite s'est baladé là-dessus. Et Vesta était plus bas, et c'est aussi ensuite baladé sur une droite. C'est la même physique, donc on comprend ce qui se passe, donc, théoriquement, et puis au niveau des observations. Et ensuite, c'est plus compliqué, parce qu'ensuite, ça, c'est des chondrites, des météorites non différenciées, donc qui se baladent dans ce diagramme. Et donc ça permet vraiment, avec l'oxygène, mais aussi avec d'autres éléments, donc j'ai pris le chrome, de tester l'origine du matériel. Et donc pour Phobos, une des premières mesures qu'on va faire, c'est l'oxygène, le chrome, et regarder si Mars est ici, est-ce que Phobos est formé du même matériel que Mars déjà? Ou est-ce que Phobos, si on s'aperçoit que Phobos, c'est de type chondrite CM, ça sera un argument pour un astéroïde qui va être capté par Mars, qui n'a rien à voir avec le matériel a priori qui a formé Mars. D'accord? Donc là, déjà, rien qu'avec ces mesures, on a une information assez forte sur
l'origine du matériel. Après, on peut toujours imaginer qu'ils n'ont pas la même proposition isotopique, mais c'est quand même, ils se sont formés proches. Donc là c'est la même illustration avec le chrome, parce que le chrome, c'est on fait beaucoup d'éléments qu'on peut mesurer de manière très précise et sur très peu de matériel, comme l'oxygène, vous allez dire. Mais on s'est aperçu que si on fait le diagramme, maintenant on regarde les effets en oxygène et les effets en chrome, on arrive vraiment à identifier les différents types de conduits. Ici, vous voyez, ça c'est des conduits de type C, donc les météorites non différenciés. CB, on s'en fiche leurs différents noms, CH, CL. Et de l'autre côté, oui, Mars est ici, ici c'est Vesta. Et avec ce diagramme-là, on a défini deux réservoirs. C'est très à la mode depuis 5-6 ans en cosmochimie. On parle de réservoirs carbonés, de réservoirs non carbonés. En fait, ces réservoirs carbonés non carbonés, ça c'est une observation, mais on s'est aperçu que vraiment les conduits carbonés représentaient une partie du diagramme et toutes les métaux non carbonés étaient de l'autre côté du diagramme. Généralement, on associe météorites carbonées avec système solaire externe et météorites non carbonées avec système solaire interne. Comme s'il y avait vraiment il y a des différences entre tous, mais vraiment une différence majeure entre ces deux réservoirs. Et ensuite, à l'intérieur de ces réservoirs, il y a des petites hétérogénéités qui, vous voyez, on voit la différence entre la Terre et la Lune qui sont ici, Mars, Vesta, mais aussi très différentes en chrome de tout ce qui est conduite carbonée, qui ont l'air d'avoir aussi une relation entre eux, vous voyez, plus ou moins sur une droite, une sorte de corrélation. D'accord? Et donc ça, c'est des mesures qui sont destructives, surtout pour le chrome, et sur lesquelles, donc c'est les instruments qu'on a dans notre laboratoire, qui sont des spectromètres de masse dits à source plasma ou à source thermoionisation thermique. Il faut quelques milligrammes d'échantillons pour faire ce genre de mesures très précises. Donc sur quelques milligrammes, on peut faire les concentrations plus des mesures de rapport très précises. Ça va? Et le chrome, donc moi j'aime bien le chrome parce qu'on a cette information-là. Et en plus de ça, le chrome, il a un isotope qui est radiogénique. Alors en géochimie, ça veut dire radiogénique, c'est qu'on est le produit de désintégration radioactive. Donc on a un élément radioactif, il va désintégrer dans ce qu'on appelle un élément, un isotope radiogénique. Donc le chrome, il a un isotope qui s'appelle le chrome 53, qui est produit par la désintégration du manganèse 53, à une demi-vie, enfin, c'est-à-dire à une vitesse qui est très rapide, puisque la demi-vie est de 3 millions d'années. Et donc ça, c'est des chronomètres aussi qui est très intéressant en cosmochimie pour dater les premiers millions d'années du système solaire, pour dater les processus très, très précoces. Et donc dans la même mesure, en fait, s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, on a à la fois ces effets stables, on va dire, microsynthétiques, et des effets radioactifs qui permettent de dater. Donc, la même mesure, on a une datation et un traceur isotopique stable. Donc, c'est une mesure assez puissante, un peu compliquée à mettre en œuvre dans le laboratoire, mais qui marche assez bien et donc qui fait en routine maintenant, enfin, dans certains laboratoires. Et d'ailleurs, c'est les premières mesures. Là, on avait travaillé sur les échantillons ramenés de Ryugu par la mission Hayabusa 2. Et donc, dans le premier papier qui est sorti l'année dernière, ce sont les mesures de composition chimique des échantillons. Les premières mesures qui ont été faites, vous voyez, c'est le chrome et son équivalent, le titane, pour tester l'origine de Ryugu. Ryugu, c'était un astéroïde qui avait donc, quelques grammes qui ont été ramenés il y a déjà en 2020, donc il y a 3 ans. Et donc, vous voyez que Ryugu, les échantillons de Ryugu, il y en avait 2. Dans ce chrome, tombe dans la gamme des conduits de type carboné, de type CI, CV, c'est très différent de la Terre et des météorites non carbonées. Donc, ça va? Donc ça, c'est pour vous présenter le genre de mesures qui vont être faites tout de suite dès qu'on aura dans les analyses préliminaires de Phobos pour tester l'origine de Phobos. Oui, bien sûr. Oui, oui. Ça, c'est des mesures qu'on ne peut pas faire sur place, en remote ou même avec un robot de type Persévérance. On est trop loin parce que une machine pour faire des mesures comme ça, c'est à la taille, la moitié de la table à peu près. Il faut être très stable, il faut de la chimie. On fait de la chimie avant pour purifier les éléments. Donc
C'est des effets, parce que là, je ne vais pas parler d'unité ou d'échelle, mais l'epsilon, c'est du pour 10 000. Donc, les variations qu'on a, même entre la Terre et là, on a, vous voyez, ça fait à peu près 1 pour 1000, 1 pour 10 000, ça fait 0,1 pour 1000, ça fait 0,01% de variation du relatif de rapport isotopique. C'est des effets qui sont quand même tout petits, donc même en laboratoire, il faut quand même faire attention pour le mesurer, il faut un peu de travail. Et excuse-moi, oui. Les mesures sont faites par plusieurs laboratoires. Oui. Ou comment ces mesures-là? Tout ce qu'il y a là, c'est pas en laboratoire. Donc là, c'est des. Alors, soit c'est pour la Terre, la Lune, c'est des chansons d'Apollo ou des météorites lunaires. Mars, tout ça, c'est des météorites, en fait. Et surtout, c'est compliqué les mesures. Donc, est-ce que c'est répété? Ah oui, bah, c'est comme. Oui. C'est-à-dire, c'est répété quand on peut les répéter. Donc, les variants représentent plusieurs mesures. Alors, sur les météorites, il y a beaucoup de labos qui en font maintenant. Donc là, c'est des moyennes de tous les laboratoires. Je pense qu'avec des prix, je ne sais plus en tête exactement comment on a fait la figure. Mais ça, c'est des moyennes il y a une dizaine de laboratoires dans le monde qui sont capables de faire ça, je pense, à peu près. Donc là, on connaît très bien les mesures des météorites. Au début, quand on n'a pas été les premiers qui ont fait ce genre de mesures, il y a toujours du débat au début parce qu'il y a toujours c'est comme dans tous les domaines, les gens ne sont pas d'accord. Là, il y a vraiment on va dire une convergence là-dessus, c'est répété. Sur Ryugu, on voit que les barres d'erreur sont plus grosses déjà. Ça, c'est notre effet, c'est mesure uniquement sur 2 échantillons qui avaient été sélectionnés au début pour la petite analyse préliminaire. En fait, depuis, on en a refait des mesures qui vont sortir dans notre papier. Ça, c'était des barres d'erreur un peu meilleures que ça. Mais oui. Vous êtes capable de faire cette mesure sur quelle quantité? Il faut quelques milligrammes. Et voilà, le problème qu'on a eu avec Ryugu, ça c'était une autre question, c'est qu'on est capable de faire la mesure sur 1 milligramme. Mais après, la question qu'il y a eu, c'est est-ce que c'est représentatif en fait de l'échantillon quand on prend des choses trop petites? Parce que si l'échantillon est hétérogène, est-ce qu'au niveau du milligramme, on a quelque chose qui représente vraiment, surtout pour un corps non différencié comme était Ryugu, comme une chondrite carbonée, qui sont en fait, chondrite carbonée, c'est des cailloux qui n'ont jamais fondu. Alors quand on a un caillou qui a fondu, ça homogénise tout, donc on peut avoir 1 milligramme, ça va assez bien. Quand on a une chondrite, c'est-à-dire, en fait, c'est une poubelle de l'espace. Ça récupère de la poussière, ça récupère des chondres qui n'ont rien à voir avec la poussière, très hétérogène, et en plus avec des roches dedans qui n'ont aucune histoire génétique entre elles. C'est comme ce qu'on appelle en géologie une roche sédimentaire. Et donc, prendre 1 milligramme, est-ce que c'est vraiment représentatif? En fait, on pense que non. Et donc, on a fait une demande pour Ryugu avec l'équipe de curation pour avoir un échantillon beaucoup plus gros que ce qu'on avait déjà eu au départ. Parce qu'en fait, je vous dis qu'on prend 1 milligramme, on était parti de 40 milligrammes de roche qu'on avait broyé. Ensuite, on prend 1 milligramme pour faire la mesure. Là, maintenant, on voudrait récupérer 1 gramme. Mais bon, de Ryugu a été ramené à peu près 5 grammes. Donc, on est en discussion pour essayer de voir si on peut faire ça, prendre 1 gramme. On ne va pas tout utiliser, on va tout broyer et ensuite, on va extraire des échantillons de ce pays. On veut réduire à une poudre de 1 gramme pour voir quelque chose qui représente vraiment Ryugu. Je suis dans les temps. Et donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'était maintenant regarder le fractionnement, c'est-à-dire, en quelque sorte, avec les epsilon ou les delta, on s'intéresse à regarder cette déviation par ici. Et maintenant, avec les stades, le fractionnement, moi, je vais m'intéresser à regarder pourquoi on est ici et pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le processus de variation des rapports isotopiques? Je vais un peu. Et donc, je me suis intéressé donc, à ces éléments modérément volatiles. Alors, je prends l'exemple du zinc, mais le cuivre, ça peut être le rubidium, le gallium, il y en a plusieurs. Donc, pour essayer de regarder quelles sont les variations. Scientifiquement, je m'étais intéressé à regarder ça pour regarder quelle était l'origine des variations d'abondance que je vous ai montré au début, vous savez, entre les chondrites, entre la Terre, entre la Lune. Pourquoi il y a ces variations d'abondance? En regardant maintenant la composition isotopique de ces éléments. Est-ce que c'est le même mécanisme pour tous les corps du système solaire? En fait, la réponse est non, en fait, je ne pense pas. Et quelle est la conséquence sur la formation des planètes? Alors là, c'est là que nous intéresse aujourd'hui, c'est la différence entre la Terre et la Lune. Et est-ce que ça peut s'appliquer pour la différence entre Mars et peut-être Phobos et Déimos? Alors, pour expliquer... Excusez-moi, je reviens en arrière, c'est pas très joli. Mais... Voilà, pour expliquer ça, pour expliquer pourquoi
on a le Soleil, enfin, les CI au Soleil qui ont beaucoup plus d'éléments modérément volatiles que les conduits de type CL, que la Terre ou que la Lune. Historiquement, il y a eu deux scénarios. On peut imaginer deux scénarios extrêmes. Ces deux scénarios, c'est le premier qu'on appelle en géochimie la condensation incomplète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces corps, au début, ils ont commencé avec des abondances différentes. Il y en a qui sont formés dans un endroit plus chaud que d'autres. Et ceux qui sont formés dans un endroit plus chaud vont avoir moins d'éléments volatiles quand on s'est formé dans un endroit plus froid, plus loin du Soleil, a priori. Ce qu'on appelle la condensation incomplète. Il n'y a pas beaucoup de zinc, simplement parce qu'il ne s'est pas condensé, parce qu'il est trop chaud. Et donc ça veut dire, si on prend ce scénario et qu'on veut expliquer tout avec ce scénario, ça veut dire que toutes les planètes ont commencé avec une composition différente de l'élément. Et ça veut juste dire qu'il n'y a pas de zinc, parce qu'il n'était pas là au début. Et donc là, on s'attend à ce qu'il y ait peu de variations isotopiques. Quel rapport Pourquoi? Quel rapport entre le fait que c'est pas de zinc? Parce que c'est, en fait, parce qu'à priori, on a un zinc qui est homogène dans le système solaire isotopiquement, et on va prendre un corps qui va en condenser, un qui ne va pas en condenser, mais on part du même pool de zinc, en fait. Et donc, ça va conserver la même, on va avoir le même rapport isotopique. Parce qu'on part du même, on a un réservoir, en fait, qui est homogène de zinc, c'est juste qu'il n'y en a pas parce qu'il ne s'est pas condensé. Par exemple, pour l'eau, c'est la distillation Rayleigh qui fait que. Oui, ou surtout pendant l'évaporation. Mais pendant une condensation, et l'eau. Pour la condensation aussi, comme ça, pour regarder. C'est pour ça que oui, sur la température de condensation pour les périodes glaciaires. Oui, mais alors là, on a des effets qui sont beaucoup plus basse température. Ça, c'est la température. Non, c'est la même physique, sauf que pour l'eau, on a des effets on est à beaucoup plus basse température. Là, on est à 2000 degrés, et donc le fractionnement isotopique est très très faible à 2000 degrés. Parce que c'est en 1 sur T carré. Donc là, on peut quasiment négliger. Il peut y en avoir un petit peu, mais c'est des effets qui sont beaucoup plus petits que si on a plus basse température. Et l'autre scénario, c'est que toutes les planètes sont formées avec les mêmes abondances. On avait autant de zinc dans la Lune que dans, j'exagère, que dans les chondrites carbonées. Et ensuite, on l'a perdu par évaporation dans l'histoire. Donc là, en regardant encore une fois les effets sur la fraction isotopique de ces éléments. Alors pourquoi pas l'eau? Pourquoi on ne regarde pas l'hydrogène, en fait, le T/H? Ça intéresse beaucoup de monde. C'est que sur ces corps aussi pauvres en eau que sont la Lune, probablement Phobos et Deimos, on ne sait pas encore, c'est qu'il y a très très peu d'eau dedans, et c'est très très dur à mesurer, et c'est très débattu sur l'origine du deutérium et de l'hydrogène. Alors, si j'avais quelqu'un parmi vous qui travaille sur l'eau, beaucoup travaillé sur les isotopes de l'hydrogène, on aurait sûrement un débat là-dessus, mais il y a toujours, c'est très, par exemple, on prend des chondrites carbonées qui ont très peu d'eau, des chondrites ordinaires qui ont très peu d'eau. Est-ce que le peu d'eau qu'on voit dedans, c'est de l'eau qui était là d'origine? Est-ce que c'est du vent solaire qui a été implanté à la surface de la météorite? C'est très compliqué parce qu'il y en a vraiment très très peu. L'avantage de ces éléments modérément volatiles, par exemple le potassium ou le zinc, c'est que c'est des éléments qui sont toujours en abondance importante dans des roches. Si on prend une roche, un basalte lunaire, vous avez vu, qui était très appauvri en éléments volatiles, il reste encore quand même beaucoup de zinc à mesurer, qui était du zinc structurel dans les minéraux. Donc on sait que tout le zinc qu'on a, c'est du zinc qui était dans la roche. Le point de l'hydrogène, c'est quand en plus le basalte lunaire va se mettre, donc on va former la Lune. Ensuite, les basaltes, c'est de la fusion secondaire, quelques milliards d'années, on a vu ça avec Chang'e 5, 2 milliards d'années après la formation de la Lune, on va refondre un bout de la croûte du manteau lunaire, et donc on va avoir une éruption volcanique. Là, on va encore avoir de l'eau qui va encore s'échapper. Donc tout ça fait que c'est très ambigu, surtout pour des corps comme ça, d'interpréter la composition isotopique de l'eau. Donc là, l'idée très simple sur ces histoires d'évaporation, je prends l'exemple du zinc encore une fois, c'est que lors d'une évaporation, que ce soit lors d'impact ou si le corps est complètement fondu, on s'attend à ce que dans la vapeur, les isotopes légers vont être enrichis dans la vapeur comparé au liquide glaçant. Pourquoi? Alors, en fait, il y a deux mécanismes qui peuvent expliquer ça. Soit simplement, c'est des effets cinétiques. Les isotopes légers vont aller plus rapidement dans la vapeur. Soit ça peut être des effets dits à l'équilibre, mais ça irait dans la même direction. Voilà, bon, d'ailleurs, j'ai une diapositive pour expliquer ça.
Les deux font des effets dépendants de la masse. Tout à l'heure, j'ai eu une question, c'est est-ce qu'avec la théorie, on comprend bien pourquoi c'est dépendant de la masse? Ce qu'on comprend très bien, c'est cet effet à l'équilibre. Ça, je peux le mettre en équation, on comprend tout à peu près de zéro. Et on comprend bien ça, et ça, c'est l'effet qui est en 1 sur t carré, qui est ce qui se passe sur les calottes glaciaires avec l'oxygène, et on a aussi des effets cinétiques, qui est que lors des effets cinétiques, on a les légers vont se déplacer plus vite. Et ça fait que pour le zinc, ça ira toujours dans les deux vont dans la même direction. Pour certains éléments, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça va dépendre, cet effet-là, ça va dépendre de la différence de liaison dans le liquide et dans le gaz. Et en fonction des molécules, des espèces qu'on va retrouver dans le gaz, on pourrait avoir des effets inverses avec des isotopes lourds dans le gaz par rapport au liquide. Donc ça, on l'a observé sur certains éléments comme le chrome qui ont des effets d'oxydation très compliqués. Mais en général, les deux, de manière simple, vont produire un gaz enrichi en isotopes légers par rapport au liquide ou au système initial. Et donc ça, on l'a mis en évidence pour la Lune. Et là, juste une citation, en référence à un papier de Sébastien Charnoz. La question qu'on s'est posée après, c'est OK, on a une vapeur qui est légère, mais la question, c'est comment on perd la vapeur ensuite. Ça, c'est notre problème, parce que perdre la vapeur de la Lune, ce n'est pas si évident que ça. C'était la question. Nous, on a montré, quand on fait une vapeur, elle va être enrichie en isotope léger, donc la Lune, elle est enrichie elle-même en isotope lourd, mais comment est-ce que la vapeur a été disparue de la Lune? Où est-ce qu'est passée cette vapeur? Donc ça, Sébastien avait une très bonne idée, parce que les gens nous disaient, en fait, la vapeur ne peut pas, avec la gravité, s'échapper de la Lune. Et donc, avec les effets de marée de la Terre sur la Lune, beau papier de Seb là-dessus. Je suis dans les temps, en fait, je suis trop long. Ça dépend de c'est variable. Je vais vous montrer juste, vous voyez, pour le zinc, ce qu'on a appris. Donc, on a beaucoup travaillé sur le zinc parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Vous voyez, donc là, le zinc, c'est un élément qui est assez simple parce qu'il n'a qu'un seul degré d'oxydation, donc ça limite les mécanismes de fractionnement isotopique. Il est modérément volatile. Il est ce qu'on appelle lithophile. Alors, je ne sais pas, lithophile, ça c'est un terme de géochimiste aussi. Lithophile, c'est que ça aime le caillou, comparé à sidérophile qui aime le métal. Donc, nous, on différencie, on les met dans des cases très simples, les éléments. Donc, tous les éléments qui vont aller dans le noyau d'une planète, on les appelle sidérophiles. Les éléments qui vont rester dans le manteau, lithophiles. Et les gaz, on va dire atmophiles, qui partent dans l'atmosphère. Donc, il est lithophile. Et ça, c'est pas mal parce qu'on n'a pas à se soucier dans une planète qui est différenciée de ce qui s'est passé avec la formation du noyau. Parce que beaucoup de ces modérément volatiles sont aussi sidérophiles. Donc, ça complique l'histoire. Donc, je prenais le cuivre, c'est intéressant aussi. Et le cuivre, il part aussi dans le noyau de la planète. Alors, on a deux effets qui vont faire qu'on peut l'appauvrir. Donc, ça complique les interprétations. Il est relativement abondant, c'est-à-dire que même dans les roches les plus appauvries en éléments volatiles que sont les types de météorites, qu'on appelle les andrites ou Vesta, on a toujours assez pour le mesurer dans quelques milligrammes de roche. Et ça c'est quand même pratique. Parce que si je prenais un équivalent du zinc, le cadmium, par exemple, ça vous parle de cadmium, il est peut-être 100 fois ou 1000 fois moins abondant que le zinc dans le système solaire, donc il est 1000 fois moins abondant dans ces roches-là. Donc il m'en faudrait quand même beaucoup plus. C'est plus compliqué à mesurer. Pas d'effet pendant la formation du noyau. Et puis surtout, on sait bien le mesurer dans le laboratoire, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, donc en plus, on sait bien le faire. Et donc maintenant, on le fait sur quelques milligrammes de roche. Et aussi, on commence à l'avoir mesuré, nous et d'autres, dans beaucoup de météorites, sur Terre aussi, dans beaucoup de roches terrestres. Et ce qui est pas mal avec le zinc, c'est qu'il est quand même un élément qui est assez ennuyeux à regarder dans les météorites en général, parce qu'il varie très très peu. La composition isotopique, c'est à peu près la même dans toutes les chondrites carbonées. Alors, dans toutes les chondrites carbonées, on est, vous voyez, là on est en pour 1000. Vous voyez, entre 0 et 0,5 pour 1000, on a quand même une grande gamme, on a quasiment tout qui donne dans cette gamme de 0,05%. Donc la variabilité est assez faible. Donc quand on voit des variations, on est content parce qu'il y a peu de choses qui font varier. Et en fait, à part des effets des volatilités, il y a peu de choses qui peuvent modifier ce rapport isotopique. Encore une fois, contrairement au dessurage, il y a beaucoup de choses qui peuvent le faire varier. Donc, par exemple, si une météorite est altérée, ça n'a pas vraiment modifié sa composition isotopique du zinc. Ce qui est important, par exemple, pour les Ryugu, parce que Ryugu, c'était du matériel chondritique carboné qui a été complètement altéré par de l'eau.
Mais ça n'a pas modifié sa composition initiale en zinc qu'il y avait avant l'altération. Et d'ailleurs, vous voyez dans ce diagramme, celles des météorites qui sont hors échelle, qui sont ici, c'est un type de météorite en statique. C'est des météorites qui sont très pauvres en éléments volatiles, qui ont été, on pense, très métamorphisés, très chauffés, donc qui sont très pauvres en zinc. Vous voyez que là, tout de suite, on voit des effets de l'ordre de 400 000, c'est-à-dire 0,4%, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'on voit dans toute la gamme de toutes les météorites qu'on peut ramasser, c'est-à-dire des dizaines de groupes différents. Et donc voilà, donc on s'est intéressé à la Lune. Et ce qu'on s'est aperçu sur la Lune, c'est que quelles que soient quasiment toutes les roches lunaires qu'on a pu analyser, que ce soit des échantillons ramenés par les différentes missions Apollo, que ce soit des météorites lunaires. Donc, vous savez, on a les différentes roches ramenées par Apollo, mais on a aussi des météorites qui viennent de la Lune. Alors, on ne sait pas d'où elles viennent sur la Lune, mais probablement pas des sites d'Apollo. Alors, il faudrait une sacrée coïncidence. Et donc là, ça permet d'avoir un échantillonnage qui est différent. Et ce qu'on peut voir, c'est que si la Terre elle est ici en gris, vous voyez que toutes ces roches lunaires, ce sont pas très beaux diagrammes, mais elles sont là, il y a un enrichissement à peu près de 0,1%, de 1 pour 10 dans toutes les roches lunaires par rapport à la Terre en isotope lourd du zinc. Et ça veut dire quoi? Enfin, la façon dont on interprète ça, c'est que cet enrichissement en isotope lourd du zinc dans les roches lunaires témoigne que la Lune, le zinc de la Lune a été évaporé. Et donc la Lune est pauvre en zinc parce qu'elle a perdu l'isotope léger du zinc. Et donc, elle a été enrichie en isotope lourd du zinc en 66 par rapport à 64 par rapport à la. Donc ça, pareil, on l'avait mesuré, ça, c'est des choses qu'on avait mesurées en 2012 et que nous et d'autres ont remesuré. Donc ça, c'est aussi pareil, les mesures, c'est des effets qui sont quand même très gros par rapport à la précision qu'on pourrait estimer, qu'on a sur les mesures qui sont à l'intérieur, même des petits carrés qui sont là-dedans. Ça va? Et donc, je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir. L'idée, c'est que on pense que s'il y en a un corps qui a eu un impact géant qui a été très chauffé, c'est un des seuls mécanismes qui peuvent modifier ces rapports isotopiques du zinc. Et bien donc on va l'appliquer sur Phobos. Si Phobos est un impact géant où on a complètement fondu Phobos, on devrait aussi voir la même différence entre Mars et Phobos. C'est une idée très simple qu'on va tester. Ah ouais, bon. Comme je suis en retard, je vais passer ça. Parce qu'après, il y a un débat, c'est à quel moment en fait, s'est faite l'évaporation? Est-ce que c'est pendant l'impact géant? Ou est-ce que c'est une fois que la Lune s'est reformée et qu'elle était complètement fondue, comme ce qu'on appelle l'océan de magma? Alors nous, au début, moi, je pensais que c'était pendant l'impact géant, puis maintenant, en fait, ça ne marche pas très bien, mais je vais passer là-dessus. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de voir, c'est toujours la même représentation. Ici, c'est zinc 66 sur 64. Alors ici, il est en X. Et les météorites martiennes, elles sont là. Vous voyez, on ressemble beaucoup à la Terre qui doit être ici. Et bien, est-ce que Phobos, si c'est un impact, a priori pour être par là, on va retrouver d'autres scénarios pour lesquels il serait par là, mais de manière très simple, est-ce qu'il faut bosser par là? Ou est-ce que, en fait, si Phobos donne un astéroïde capté, toutes les chondrites, elles sont ici les chondrites, donc on doit avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à Mars. Ça va? Sur la Lune, il n'y a pas d'écart pour l'oxygène, entre la Terre et la Lune. Oui, mais ça, c'est pas du fractionnement. Alors, voilà. Mais le problème de l'oxygène, c'est que sur Terre, il est très variable et on a du mal à même. C'est ça le problème de l'oxygène, c'est quelle est la composition même de la Lune ou de la Terre. On connaît, c'est l'eau. Alors que le zinc, comme ce n'est pas un élément qui va aller dans l'atmosphère, qui va aller c'est plus facile de faire un bilan de quelle est la composition. Parce qu'en fait, sur Terre, ce qu'on s'est aperçu à quoi, c'est que si je prends n'importe quelle roche, c'est compliqué. Rien qu'avoir la composition de la Terre, c'est toujours un débat entre géologues, parce que qu'est-ce qu'on a? Vous savez, la Terre, on a la croûte, on a des échantillons de la croûte, mais que de la surface de la croûte déjà. Ensuite, il y a le manteau, on a quelquefois quelques bouts de manteau qui sont remontés, mais est-ce que ça représente vraiment ce manteau qui est très profond? Et on n'a pas d'échantillon du noyau. Et donc, rien qu'avoir une estimation de la composition de la Terre, ça dépend du modèle. L'avantage du zinc, c'est que pour l'instant, n'importe quel caillou terrestre qu'on va prendre, je crois que si je ramasse un caillou, si je trouve un caillou dans les herbes derrière là, ou dans les Alpes, ou en volcan africain, ils ont la même composition du zinc. Donc ça simplifie beaucoup la c'est relativement ennuyeux à étudier en tant que géologue. Alors les gens ont trouvé en fait des applications aussi là-dessus, mais c'est quand même assez. Donc voilà, aimer l'oxygène est le même en capital 17 que la Terre. Oui, je m'arrête là, ou je crois que c'est pas mal, non?
Parce que après, j'ai une autre application, mais je vais passer ça. Donc voilà, donc ce que je vais montrer, c'est qu'en fait, il y avait enfin, je ne l'ai pas montré d'ailleurs, deux phases d'accomplissement d'éléments volatiles. En fait, ce qu'on pense, c'est que donc, on a un effet lors de la formation des planètes, donc lors de l'impact géant qu'a formé la Lune, et puis la variation qu'on voit entre les chondrites carbonées, c'est encore quelque chose de mécanique. Ça, c'est nébulaire, mais ça, je n'en ai pas parlé. Ce qu'on voit surtout ici, c'est ce que je vous ai montré, c'est qu'on a, pour les planètes différenciées, on a un appauvrissement qui est relativement tardif, qui est lors de la formation de la différenciation des planètes. Et ça, donc, on l'a vu sur la Lune. Et je l'ai aussi, je ne l'ai pas montré, mais on voit les mêmes effets sur Vesta. C'est-à-dire les météorites qu'on pense qui viennent de Vesta, qui s'appellent les météorites HED. Et sur un autre type de météorites qu'on appelle les andrites. On ne connaît pas leur corps parent, donc on l'appelle le corps parent des andrites. Et donc, l'idée, c'est donc d'aller voir sur Phobos avec ces isotopes du zinc. Et puis, voilà. Ça fait une boucle après. Complète. Merci beaucoup pour votre attention. Vas-y. Oui. Ils sont liés à la vidéo, sur le 15 minutes.